Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Live Stories. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité s'il en est, puisqu'on va parler d'intelligence artificielle. Alors pour ceux qui me suivent, j'ai déjà organisé récemment un live sur l'intelligence artificielle appliquée à l'événementiel. D'ailleurs, vous pourrez le retrouver sur le site comity.com et sur notre chaîne YouTube. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce live, il a quand même soulevé beaucoup de questions. Des questions telles que, mais est-ce qu'avec des outils comme ChatGPT et Midjourney, on risque de mettre à mal des profils comme concepteur-rédacteur ou graphiste? Et est-ce que cette intelligence artificielle, elle ne va pas quelque part aplanir la créativité, du fait que tout le monde va créer des concepts avec ChatGPT? Je me suis dit que ces questions, je n'allais pas y répondre toute seule. Donc j'ai invité un concepteur-rédacteur qui va nous apporter ses lumières sur le sujet. J'ai invité Benoît Tristram. Bonjour Benoît. Bonjour Agathe, merci de l'invitation. Eh ben avec plaisir. Bon, on va pas mentir à nos auditeurs, on se connaît bien. On travaille régulièrement ensemble. On a monté une formation aux événements virtuels et hybrides ensemble. On a monté aussi une formation sur l'intelligence artificielle. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir justement que tu n'es pas que formateur, bien évidemment, tu es surtout concepteur-rédacteur. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de faire des événements avec un concepteur-rédacteur, est-ce que tu peux nous dire quel est ton apport sur un événement? Ouais, un concepteur-rédacteur, c'est un générateur d'idées, en gros, pour faire simple. C'est ça. Parce que parfois, on peut avoir besoin de lui en accompagnement stratégique ou en accompagnement créatif. Ça va dépendre des objets. Et concrètement, moi, mes clients, les agences événementielles, mais aussi les annonceurs, m'appellent pour ces éléments-là. Il y a deux aspects à ça. Il y a un aspect accompagnement plutôt, plutôt en amont de l'événement, sur la phase d'appel d'offres, de conception pure. Et donc là, il faut concevoir l'intégralité de soit une note d'intention, une note stratégique, ou alors de décliner l'intégralité de la recommandation, avec toutes les idées, évidemment, en collaboration avec l'agence, les scénographes, les graphistes, la prod, la log, bref, tous les métiers qui sont hyper utiles pour continuer d'avancer, parce que sinon, une idée, c'est qu'une idée. C'est ça, il faut la réaliser. Mais voilà. Et puis ensuite, il y a un deuxième élément sur lequel le concepteur il peut venir aider, c'est la phase de production. Et donc là, j'ai travaillé il n'y a pas si longtemps que ça avec Double 2, par exemple, sur un événement, gros événement, 2200 personnes à Cannes. Et là, donc, je les ai accompagnés sur la conception de la structure du déroulé de la plénière. On était sur 3 heures de plénière. Et puis sur comment pouvaient se passer les ateliers, comment pouvaient se passer les phases de speed meeting, d'icebreaker, d'ateliers. Bref, on peut imaginer en fait plein de choses. Le concepteur, il est presque l'homme ou la femme à tout faire. D'accord, donc plutôt idée et concept. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans ton parcours, tu as aussi une vision beaucoup plus large de ce qu'est un événement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Oui, effectivement. Moi, je viens du contenu, enfin de la gestion de projet à la base. J'ai commencé en tant qu'assistant chef de projet chez Auditoire. Alors, on est en 2004, donc il y a presque 20 ans. C'est ça, pareil. Voilà. Et j'ai eu la chance de rentrer au pôle corporate de chez Auditoire. Et j'ai commencé par un stage de 4 mois. Et ce stage, en fait, il s'est enchaîné rapidement avec une mission de freelance, d'intermittent du spectacle, donc en gestion de projet. Donc j'ai fait mes armes là-bas pendant 2 ans. Donc j'ai fait assistant chef de projet, puis chef de projet. On m'a fait confiance. Et puis ensuite, je suis allé me former aussi et continuer d'accompagner les équipes de levée de rideau, puis de phénomène. En fixe, parce que j'ai voulu voir plus de choses, et à l'issue, et en fait, je me suis rendu compte que le fixe, c'était pas pour moi, parce que j'ai fait un burn-out. Voilà. Donc là, on est 2008, donc début de la crise, 2008-2009. Et en fait, ça m'a servi et ça me donne une force et une puissance aujourd'hui par rapport à ta question de comment je peux avoir cette vision globale en me disant je ne peux plus être monoprojet, monoclient. Il faut que j'ai plus que ça. Il faut que mon champ d'action soit beaucoup plus large que ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je suis un peu générateur d'idées quelque part. C'est exactement ça. C'est-à-dire que pendant 1 an, j'ai remonté la pente du burn-out. Voilà, mon burn-out, c'était crise d'angoisse, épuisement, etc. Donc, c'est un sujet dans l'événementiel. Exactement, c'est un sujet. Et ensuite, j'ai commencé à écrire beaucoup, à écrire sur un sujet sur les jeux vidéo.
D'accord. Voilà. Notamment sur la gestion de communautés. Déjà le digital. Exactement. Et puis surtout l'écriture. Et en fait, j'ai commencé à écrire, j'avais un blog, j'avais 800 visiteurs uniques par jour. Voilà, je publiais un article par jour, donc ça commence à faire un peu de monde et de suivi. Et à partir de là, en fait, j'ai un gros site internet du monde des jeux vidéo qui m'a contacté pour me dire on aime bien ce que tu écris, donc on a envie de te prendre. Le site à l'époque, c'était Millennium, qui a été racheté par Webedia aujourd'hui. Donc c'était le plus gros site internet qui parlait de ce sujet-là, en l'occurrence. Et puis ensuite, en discutant avec les fondateurs de Millennium, on en a discuté. Je dis, nous, on organise aussi des événements. Ça tombe bien, moi aussi, je suis chef de projet, j'organise des événements. Donc j'ai continué d'organiser un peu d'événements pour eux. Et c'est aussi une manière de dire, j'ai remonté la pente, j'ai fait des choses un peu différentes. Et dans les choses différentes que j'ai fait du team building, accompagnement et coordination de team building. J'adore animer, vraiment. C'est mon kiff. J'ai fait de la formation, et donc j'en ai fait pendant plus de 12 ans, de la formation. Voilà, parce que j'en fais aujourd'hui avec toi. Exactement, on pourrait presque dire un rôle d'ingénieur pédagogique, de pédagogie, de l'ingénierie de la pédagogie. D'accord. Voilà, de structuration, de contenu, de déroulé. Un cours, c'est comme un événement, c'est pareil. Et puis surtout, la partie accompagnement créatif, donc la partie conception. Et puis petit à petit, j'ai commencé à me dire, tiens, les éléments de contenu, ça m'intéresse davantage, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'aller plus loin. Et là, j'ai l'agence I Love Event, avec Astrid Argentin, qui m'a fait confiance. Et donc, elle m'a donné les rênes d'une convention à organiser en tant que rédacteur en chef. Voilà. Donc là, j'ai mis le pied dans la partie. Ça a commencé comme ça. Exactement, ça a commencé comme ça. Et voilà. Et puis maintenant, je fais l'accompagnement éditorial en plus de l'accompagnement créatif et de l'accompagnement stratégique. Donc plus après des publications, des conférences. D'accord. Voilà, et donc là, tu es en train de passer au concepteur-rédacteur 2.0 ou 3.0, je ne sais plus combien on dit. Mais du coup, sur le fait que, moi je sais que tu es très curieux, tu es toujours un peu à la pointe, tu essayes toujours de t'intéresser aux nouveautés, aux nouvelles technologies. Bien évidemment, tu t'es très clairement intéressé à l'intelligence artificielle. Ouais. Et aujourd'hui, tu utilises assez quotidiennement ces outils-là. Qu'est-ce que tu peux nous partager justement sur ta routine et ce que tu en fais toi dans ton quotidien de concepteur-rédacteur ? Dans mon quotidien de concepteur-rédacteur, effectivement, j'utilise ChatGPT, mais pas que. J'utilise plein d'IA différentes, vraiment dans cette optique, non pas de faire le travail à ma place, parce que c'est pas le but, mais de l'utiliser comme un outil. Parce que c'est un outil, parce que c'est moi qui suis derrière. C'est moi qui vais écrire les prompts. Les prompts, c'est les éléments qu'on peut... Le brief. Exactement, ce qu'on va lui demander. C'est moi qui vais le programmer. Moi, à la base, j'ai des études techniques, DUT d'électronique et d'informatique industrielle. Donc, ces aspects en fait techniques et technologiques, c'est des choses qui me parlent. Et moi, j'ai commencé à tester ChatGPT fin décembre. Donc, 3 semaines en gros après le début du moment où ça a été démocratisé. Donc effectivement, j'ai pu faire beaucoup de tests. Et dans ma routine aujourd'hui, je l'utilise pour m'aider à brainstormer. Ouais. Je l'utilise pour m'aider à avancer, à me donner des éléments de pistes de créativité sur lesquels je vais pouvoir rebondir et me dire non, je ne l'aborderai pas tout à fait comme ça, et identifier peut-être les erreurs, lui demander un peu la méthode des 6 chapeaux de Bono, qui est une méthode de créativité où on va se mettre avec un chapeau vert, qui est le chapeau de la créativité, et on va poser des questions. En fait, je vais lui poser les questions de cette manière-là, avec les 6 chapeaux. Ce n'est pas que ma seule manière de faire. Je vais l'utiliser pour trouver parfois des idées de fil rouge, voire des idées de lancement de séquences. Voilà, ça peut être des choses intéressantes comme ça. Je peux lui donner un site internet, juste une page, et il va me résumer l'intégralité de la page. Donc en fait, je gagne un temps considérable dans l'analyse et dans l'accompagnement que je vais pouvoir faire, à ceci près que je mets des choses qui sont publiques, qui ne sont pas privées. C'est-à-dire que si je pose la question vis-à-vis d'un client ou autre, en tous les cas dans les idées que je vais pouvoir développer, je ne vais pas lui dire « tu travailles pour ce client-là ». Je vais lui dire, tu travailles pour un client dans le secteur
de l'automobile, dans le secteur de la banque ou dans le secteur des startups. Mais je ne vais pas lui donner spécifiquement le nom du client dans la requête que je vais lui faire. Oui. Parce que ChatGPT se nourrit de toutes les requêtes qui sont faites par les utilisateurs. Et on a vu, là, il y a eu le cas de Samsung, qui a mis des collaborateurs de Samsung qui ont mis des documents confidentiels. Voilà, donc là, ça se retrouve... Oui, en fait, on a quand même un espèce de flou artistique aujourd'hui sur les questions de droit et de RGPD. Donc voilà, il faut être vigilant aujourd'hui quand même dans ce qu'on partage. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et je pense que c'est pas mal de refaire un point là-dessus, c'est que souvent, entre ChatGPT et Google, les gens s'interrogent en se disant mais quel est le lien entre les deux? Donc en fait, il n'y en a pas, dans le sens où Google, on va lancer une recherche et Google va puiser dans ses contenus pour nous partager ce que lui considère comme le plus pertinent, et ça c'est quand même assez biaisé parce que c'est pertinent payant ou pertinent très bon en référencement naturel. Exactement. Alors que du coup ChatGPT fonctionne un peu différemment. Oui, complètement. En fait, ChatGPT, c'est une bonne connexion, un peu de doigté et surtout, comme dirait Peter Pan, tout droit jusqu'au matin. En gros, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle conversationnelle. Ça veut dire que je vais échanger avec lui. Avec Google, je mets une info dans ma barre de recherche, aussi béton soit-elle, aussi bien travaillée soit-elle. Il va me donner, effectivement, comme tu le dis, une liste de sites. Mais c'est à moi de faire mon marché à l'intérieur de ça. ChatGPT, il va m'accompagner et on va discuter ensemble. Je vais pouvoir lui repréciser des choses. Demander, par exemple, donne-moi un exemple d'intervenants extérieurs, voilà, pour un thème sur l'aventure. Eh ben, il va me sortir des intervenants sur l'aventure, en m'expliquant pourquoi ces intervenants sont pertinents. Google, il ne va pas m'expliquer pourquoi les intervenants sont pertinents, il va me dire, il y a cela. On va avoir plus de volume avec Google, mais c'est aussi plus de temps passé. Donc, c'est pas forcément trié, pas forcément... Ça ne veut pas dire que je dois me concentrer que sur ChatGPT ou que sur Google. Je dois associer les deux. C'est deux outils complémentaires, en sachant que toutes les connaissances de ChatGPT ne proviennent pas de Google, donc ils proviennent d'une base de connaissances qui lui a été chargée, enseignée, et sur laquelle il va utiliser, qui n'est pas forcément à jour du coup. Donc il y a quand même quelques limites. En gros, ChatGPT, en tous les cas sur la version 3.5, donc c'est celle là il y a du mois de mars, début mars, jusqu'à début mars en gros. Il a été nourri, par exemple, il y a 8% de son cerveau qui est nourri avec l'intégralité des pages de Wikipédia. Ça fait quand même une bonne base. Ça fait quand même une bonne base. Mais ça s'arrêtait à 2021. Donc maintenant, il y a des outils intégrés à ChatGPT, il y a des API, des choses comme ça, on sont rentrés dans des choses trop techniques, qui vont nous permettre d'avoir des choses qui sont plus réelles. Par exemple, j'aurais pas pu lui demander il y a quelques semaines qui a gagné l'élection présidentielle en 2022. Parce que ça ne faisait pas partie de son cortex d'apprentissage quelque part. Bon, il a eu quelques infos, moi j'ai vérifié, il connaît quand même qui a gagné le dernier Coupe du Monde. Il a eu quelques infos d'actualité, même s'il n'est pas complètement à jour. Parce qu'il est nourri par les utilisateurs, en fait. Aussi, tout à fait. Et du coup, alors, si on en revient à ton métier, comment ça se passe? Toi, tu prends ChatGPT et tu dis, voilà, mon client, que je ne cite pas, organise une convention. Qu'est-ce que tu peux me donner comme idée sur la thématique? Est-ce que ça fonctionne comme ça aujourd'hui? Est-ce que tu délègues du coup tes projets plutôt? Non, pas du tout. Je ne vais pas déléguer mes projets par rapport à ChatGPT. Encore une fois, ça reste un outil et c'est moi qui contrôle l'outil. Ce n'est pas l'outil qui me contrôle. C'est-à-dire que ce que l'outil va me proposer, je dois avoir un regard critique au même titre que quand je regarde un site sur Google, par exemple, je dois avoir un regard critique. Ce n'est pas la réponse pour la réponse. Ma manière de l'utiliser dans la demande que je vais pouvoir lui faire, je vais essayer d'être le plus précis possible pour donner le cadre. Je vais surtout lui donner le contexte, mon contexte, en lui disant « Tu es un concepteur, rédacteur d'événements avec 20 ans d'expérience. Tu travailles principalement pour des événements corporate, à savoir des conventions, des séminaires, des lancements de produits, des soirées. Est-ce que tu es sensibilisé avec ça? Est-ce que ça te parle? Ensuite, je vais lui poser la question, je produis des recommandations événementielles. Est-ce que tu
peux me dire pour toi ce qu'est une recommandation événementielle. Donc là, il va m'écrire ce qu'est pour lui une recommandation événementielle, ce qui va me permettre de retravailler avec lui, de dire oui, mais pas tout à fait. Voilà comment moi j'aborde une recommandation événementielle. Voilà la structure d'une recommandation événementielle. En termes de conviction, en termes de concept, en termes de déroulé d'événements, de dynamisation, de temps fort. Qu'est-ce que ça veut dire en fait pour moi ? Donc ça, en fait, c'est une base que je peux lui donner quasiment à chaque fois. Et typiquement, c'est les bases qu'on voit aussi qu'on a montées et qu'on a construites pour la formation. Oui, l'idée, c'est vraiment d'avoir ces codes pour arriver à l'optimiser et à l'utiliser de la bonne manière, en fait. Exactement. Et ensuite, une fois que je vais poser ces questions-là, eh bien, je vais pouvoir rentrer dans le cas qui m'intéresse. Je ne vais pas lui dire « trouve-moi des idées de thématiques ». C'est moi par rapport à mon analyse du marché, par rapport à ma sensibilité de ce que le client m'a dit et de la manière dont il l'a dit, les mots qui sont écrits dans le brief, la redondance des mots qui sont écrits dans le brief. Là, je vais lui donner des lignes de commande, des prompts, des briefs, en fait, pour lui dire, voilà, par rapport à ça, moi j'ai imaginé un thème autour de ça. Est-ce que tu peux me sortir le programme pour un thème comme ça. Par exemple, je veux un événement pour un assureur sur le thème de l'aventure ou sur le thème du cirque. Voilà. Et donc il va me dire, parce que j'ai identifié que le terme du cirque était quelque chose qui m'intéressait par rapport à ce que j'ai envie par rapport à ma conception et mes idées. Et donc là, ChatGPT, il va me sortir une première liste des premiers éléments. Et là-dessus, je vais pouvoir commencer à construire, je vais pouvoir travailler, aller un peu plus loin, éventuellement leur poser des questions. Mais c'est bien moi qui ai donné l'invitation et la ligne directrice. Oui. C'est pas lui qui me l'a donné. Après, on peut le fonctionner à l'inverse. Mais le risque, c'est de se retrouver avec des choses que tout le monde fait. C'est ça un peu. Il y a en fait cette crainte aujourd'hui qui émerge, c'est de se dire, OK, mais si toutes les agences utilisent ChatGPT pour brainstormer et pour concevoir des événements, est-ce qu'on ne va pas uniformiser la créativité et se retrouver avec tous les mêmes propositions ? Ouais, en gros, aujourd'hui, c'est un peu le risque, effectivement, de se dire, à partir du moment où on écrit des prompts qui sont basiques, et on n'a pas vraiment nourri l'intelligence artificielle, parce que là, on parle de ChatGPT, mais il n'y a pas que ça, en fait. Donc, il y a une vraie importance du prompt, en fait, de l'art du prompt. Et pour le coup, ça peut être très personnel, comme on peut avoir des choses très, très génériques. Il y a même des générateurs de prompts. Donc, on écrit un prompt pour avoir un autre prompt qui nous amène un autre prompt. Bref. On ne s'en sort plus. Pyramide de Ponzi. À bout d'un moment, c'est sûr que ça ne va pas marcher. C'est ça. C'est pas possible. Donc en fait, la question, et le sujet principal, c'est l'enjeu. Et l'enjeu, c'est l'incitation à la pensée. Comment je vais accompagner ChatGPT pour qu'il pense comme moi. En gros, que ce soit un vrai assistant personnel, presque un deuxième Benoît ou une deuxième Agathe. Ouais. Voilà. Donc comment est-ce que je vais le nourrir ? Et pour ça, j'ai besoin de le nourrir avec des informations de voilà comment moi je travaille. Voilà, je vais lui donner des exemples de ce que j'ai déjà fait. Encore une fois, édulcoré des infos clients, etc. Mais pour lui dire, voilà comment je travaille, voilà les éléments, ma manière d'écrire, voilà comment Et donc, je vais le nourrir. Parce qu'en fait, il y a une vraie différence entre la manière dont on parle à ChatGPT et la manière dont on le nourrit. C'est pas parce que je lui pose des questions que je le nourris. Tu me poses des questions, je te réponds, mais l'enjeu, il est plus de comment est-ce que tu vas m'apporter aussi des éléments de réponse. Et c'est une conversation, mais enrichie. On ne peut pas rester à un niveau basique de donne-moi 5 idées d'animation pour une soirée. J'ai testé, et concrètement, c'est nul. Oui, c'est ça, en fait. À partir du moment où le prompt est basique, on a des réponses basiques. Donc, si on veut aller plus loin et si on veut se différencier dans la proposition finale qu'on va apporter sur le brief initial, qui est le brief du client, c'est un accompagnement, en fait, que toi, tu dois faire. Et plus on est formé et pointu sur le sujet de ChatGPT, plus on va aller encore plus loin dans les réponses qui seront de plus en plus adaptées à ce qu'on souhaite. Oui, exactement. Et en fait, tout l'enjeu, c'est vraiment d'avoir... programmer en discutant avec lui, mais en fait, on va le programmer, le ChatGPT. Et c'est comment chaque utilisateur, chaque chef de projet, chaque logisticien, chaque DIRPROD, chaque concepteur ou conceptrice, chaque animateur ou animatrice d'événements
va rentrer les lignes de prompt, donc les demandes qu'il va lui faire et comment il va nourrir l'intelligence artificielle. C'est le cas sur ChatGPT, c'est le cas sur d'autres. Est-ce qu'on peut se permettre l'image de dire ChatGPT, c'est un peu comme un stagiaire qu'on va accompagner, qui va nous assister, qui va au fur et à mesure apprendre un petit peu plus de ce qu'on attend de lui, de notre manière de fonctionner, et qui va nous aider à gagner du temps au final aussi? Oui, complètement. Alors, c'est tout à fait ça. ChatGPT, c'est un stagiaire. Et donc, comme dans la vie, on peut être un très bon manager ou pas du tout. On peut se dire, je vais prendre du temps parce qu'il faut du temps pour le former, ou pas du tout. C'est ça. Si on lui donne un brief et qu'on ne lui explique pas ce qu'il faut faire, on a quelque chose de basique et en général qui ne nous convient pas. Là, c'est un peu pareil. Après, il peut y avoir des choses intéressantes à lui proposer, lui demander des choses basiques et presque lui demander des erreurs, de faire des erreurs. D'accord. De partir dans des directions. Parce qu'à partir de là, en fait, c'est de ces erreurs-là qu'on va pouvoir peut-être construire quelque chose le plus intéressant possible. Tu dirais que c'est quoi les bénéfices principaux pour toi dans ton utilisation de ChatGPT aujourd'hui ? Moi, mes bénéfices, il y en a 3. J'y vois 3 vrais bénéfices. J'ai un vrai gain de temps, j'ai un vrai gain de créativité et ça me permet une vraie prise de hauteur. D'accord. Sur les projets. Parce que je suis happé, j'ai des propositions et donc je vais pouvoir rebondir sur les propositions qui sont faites. Il y a des éléments sur lesquels je vais pouvoir gagner énormément de temps. Par exemple, je lui ai demandé de m'écrire un slam pour le début d'une convention que j'accompagnais en éditorial. Et donc, il m'a proposé quelque chose. Alors, très clairement, sur les 5 couplets du slam, il y en a 2, un qui était vraiment bien, mais j'ai pu construire à partir de ce couplet qui était vraiment bien. Et derrière, je lui ai posé, très bien, et sur quelle musique tu me conseillerais de le faire, qu'est-ce qu'on peut avoir, quelle rythmique, etc., etc. Et derrière, je peux même envisager, alors je ne l'ai pas fait sur ce projet-là, mais d'utiliser une autre IA qui s'appelle Sundro, qui me permet de générer de la musique libre de droit en fonction des conditions et des caractéristiques de mon événement. Là encore, avec du prompt. J'écris du texte et ça me sort de la musique dédiée et habillée pour l'occasion. D'accord. Ah non, c'est assez impressionnant tout ça. Et du coup, en fait, l'intelligence artificielle aujourd'hui, donc que ça soit ChatGPT ou autre, ChatGPT est beaucoup plus intelligent que nous, quelque part, par rapport au volume de connaissances qu'il a. Il a un volume de connaissances beaucoup plus important. Il n'est pas forcément plus intelligent que nous, puisque ce sont les demandes qu'on va lui faire qui va nous répondre qui va être capable de connecter tous les points entre eux pour nous faire une réponse qui est hyper aboutie. Voilà. Donc en fait, ChatGPT, il va aller plus vite que nous pour faire des connexions. Ouais. Il a une base de connaissances qui est beaucoup plus importante, mais c'est pas pour autant qu'il va nous faire des propositions pertinentes. Parce que on peut avoir quelqu'un de très très bon, c'est pas pour autant que ce sera un bon professionnel. Je peux avoir beaucoup de connaissances, mais si j'arrive pas à les connecter les unes entre elles, et pour moi, mon métier, et quelque part notre métier de professionnel de l'événementiel, c'est ça, c'est de connecter les personnes entre elles, et surtout de connecter les différents points de techno, de dynamisation, de logistique, etc., pour que le jour du live, tout soit limpide. Et puis aujourd'hui, on n'est pas dans le fait de faire un copier-coller de ce que ChatGPT propose. On est quand même loin de là. Ouais. Et notre plus-value, nous, en tant qu'experts de l'événementiel, c'est justement d'apporter en fait cette expertise, de retravailler ce qu'il propose. C'est des bases, moi, que je trouve intéressantes et assez créatives, de dire, tiens, là, il y a une tournure de phrase qui peut être pas mal. Tiens, là, on va tirer le fil de cette proposition-là. Donc, ça va apporter quelque chose. Mais en même temps, l'événementiel, ça reste au final de l'émotion. Ouais. Donc c'est ça aussi qu'on apporte nous, c'est ce côté un petit peu intelligence émotionnelle au final. Oui, complètement. En gros, l'IA, oui, elle paraît beaucoup plus intelligente que toi ou que moi, sur le papier, mais en gros, pour lire un bouquin, il lui faut 10 secondes. Nous, il nous faut quelques jours. Plus. Voilà. Donc en fait, derrière, les réponses que je vais apporter, c'est une question de sensibilité, d'expérience,
Après, encore une fois, je peux avoir nourri mon IA, parce que c'est mon chat GPT, le chat que j'ai pour moi, avec mes caractéristiques propres. Et c'est là où ça devient intéressant, en fait. Donc, l'enjeu, c'est vraiment d'avoir ce côté échange, partage, et de recapitaliser. C'est pour ça que je parlais de prise de hauteur tout à l'heure, de remettre ce côté retour sur émotion, retour sur engagement. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Et donc, ceux qui faisaient des mauvais événements avec ChatGPT, ils en feront toujours. Mais ceux qui font des bons événements aujourd'hui, en tous les cas des éléments qui engagent, qui créent le dialogue, qui créent le partage, qui créent du souvenir, qui créent de l'émotion, ils créeront des événements sans doute encore meilleurs parce qu'ils auront pu détailler davantage de choses, proposer davantage de contenu aux participants, proposer des parcours différenciés aux uns et aux autres. Donc en fait, pour moi, l'IA, telle que je la vois aujourd'hui, elle nous permet sans doute de rentrer sur une ultra-personnalisation de l'expérience, beaucoup plus que ce qu'on a aujourd'hui. Ce qu'on a commencé à avoir avec les événements digitaux et hybrides. Oui. Mais on n'a pas été jusqu'au bout. Tout à fait. Et là, en fait, on commence à arriver avec l'IA et les apports de l'IA, on va commencer à arriver sur ces choses-là. Mais c'est intéressant, effectivement, de voir sur la partie conception-rédaction ce que ça peut apporter. Mais au final, c'est pas que ça, globalement, dans l'événementiel et dans les métiers de la communication. Ça peut être un assistant personnel, comme tu le disais tout à l'heure. Qu'est-ce que ça peut faire au-delà de proposer des idées ? Ça peut m'aider à bosser mon budget, par exemple. Ouais. Là, aujourd'hui, moi, j'ai programmé mon ChatGPT, mon IA, avec ma manière de fonctionner. C'est-à-dire que maintenant, je n'ai plus à lui... donc, je l'ai nourri avec ma méthode, mon mode de travail. Donc, j'ai théorisé, j'ai tout reposé. D'ailleurs, c'est un des sujets de la formation, en l'occurrence. Oui. Et c'est un des exemples qu'on a pris. Et en gros, dans cette analyse-là, derrière, je lui ai demandé... Maintenant, je n'ai plus qu'à lui demander tu bosses sur une note d'intention avec une plénière, avec une soirée et machin. Sors-moi le devis. Et il me sort, parce que je lui ai demandé de me sortir un tableau à 3 entrées, il me sort un tableau que je vais pouvoir réutiliser. Je fais un copier-coller, je le mets dans Excel et j'ai mon devis détaillé, heure par heure, séquence par séquence. Donc en fait, je gagne un temps considérable sur l'édition des devis et sur la réponse à mes clients. Je pourrais même imaginer ça, quand les API de ChatGPT vont sortir, ça commence. Je pourrais même l'imaginer pour que mes clients, directement, via mon site ou autre, écrivent et me posent la question, d'accord, j'ai ça, combien ça va me coûter? Et en gros, c'est les clients qui eux-mêmes font la démarche. Donc ça me permet d'être plus dans une question d'accompagnement avec eux et de m'assurer quand même que la demande qu'ils ont faite correspond aussi. Mais on gagne du temps. Et ça, c'est valable pour... donc là, c'est un exemple pour de la prod, par exemple. Mais pour de la log, c'est pareil. Je peux faire en sorte d'amalgamer un nombre de données considérable et de faire en sorte de les ressortir participant par participant, d'identifier les récurrences, d'identifier en fonction des participants, des communautés et donc pour les directrices log, chargées de log et autres, elles vont pouvoir se concentrer davantage sur un accompagnement participant, sur ce qui peut se passer au sein des hôtels, sur l'hébergement, sur le transport, etc. Et donc, en fait, on va enrichir l'expérience à travers... en tous les cas, on peut l'enrichir. Ouais. On ne va pas forcément, mais on peut l'enrichir. Donc, il peut faire des tableaux, il peut résumer, il peut traduire aussi. Il peut traduire, il peut brainstormer, il peut vraiment faire plein de trucs. Coder. Ouais, aussi. Il peut coder. Moi, on l'utilise moins dans l'événementiel, mais ça peut servir. J'ai plein de copains qui sont dans les startups et qui bossent notamment en tant que CTO et autres, donc la partie plutôt technique, développement et autres. Et ils disent, aujourd'hui, on exploite ChatGPT, et c'est pas juste un pote, c'est plusieurs qui me disent, aujourd'hui, mes équipes, je leur demande d'intégrer ChatGPT pour corriger du code, pour être plus efficace et gagner du temps, ce qui nous permet vraiment d'être très, très efficace. Alors, sachant que ChatGPT est très, très bon en termes de mathématiques scientifiques et autres, par exemple, sur l'étude des datas d'un événement,
Est-ce qu'il peut nous aider là-dessus? Oui, complètement. Les data, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est sans doute, à mon sens, pas suffisamment exploité en événementiel. Oui. Voilà. C'est pas suffisamment exploité en amont de l'événement, pendant l'événement et après l'événement. On est un peu sur la technique du doigt mouillé, hein, quand on pose la question, même si on va plus haut, aux organisateurs d'événements, chez l'annonceur, qui disent comment vous évaluez l'événement. On l'évalue à la banane des participants. Au questionnaire de satisfaction. Oui, mais c'est une bonne base, mais ça suffit pas. Mais ça suffit pas en fait. Moi, j'ai besoin de savoir comment, j'aurais besoin de savoir pour construire des événements de meilleure qualité, sur la plénière de l'année d'avant ou sur le précédent événement, comment s'est fait la courbe de l'attention et la courbe de l'émotion, par exemple. Ça, j'aurais besoin de le mesurer. La courbe de la participation, de l'intérêt. On a des possibilités qui nous permettent de le faire. Et donc, en fait, aujourd'hui, l'enjeu, la difficulté, c'est que ces data, on les fait un peu à la main, quelque part. Et je pense qu'on doit passer de... En fait, on fait un métier d'artisan de manière artisanale. C'est vrai. On refait tout à chaque fois. On refait tout à chaque fois. Et donc, d'un point de vue compétitivité et tout ça, non, ça peut pas fonctionner, en fait. Surtout quand on voit les budgets qui sont de plus en plus contraints, les timings qui sont de plus en plus contraints, etc. Donc, avoir des assistants comme ça peut être utile. Et en fait, je pense qu'on doit passer d'une logique d'artisan qui fait de manière artisanale à une logique d'artisan, toujours, presque d'orfèvre, mais qui fait de manière industrielle. En fait, d'industrialiser le process et les process qu'on va avoir. Et pour le coup, l'IA, et là je ne parle pas juste de ChatGPT, mais les IA en général, les intelligences artificielles vont pouvoir nous aider à ça. Elles vont pouvoir nous aider à analyser des volumes de données qu'on mettrait peut-être 5 jours, 10 jours, 15 jours à concaténer, à les ramener à peut-être quelques minutes ou à peine une heure pour identifier. Encore une fois, encore faut-il rentrer les bonnes infos. Il y a plein de choses qui se passent au niveau de la data analyse via les IA, et les data analystes sont aidés pas mal là-dessus. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que des secteurs comme le marketing, pour le coup, sont rentrés dans cette phase, entre guillemets, d'industrialisation, c'est-à-dire automatisation des process, funnels, réflexion de parcours utilisateur. Et par contre, dans l'événementiel, de manière assez étonnante, on n'en est pas encore là. C'est-à-dire qu'effectivement, le côté parcours participant, automatisation, création de process entre guillemets industriels, je pense que c'est des choses sur lesquelles il faut avancer, justement. Tu rappelles ces problématiques de budget. On parle aussi beaucoup des problématiques de compétences et d'équipes. Je pense qu'il y aurait justement cette réflexion à mener sur comment ces outils comme ChatGPT et d'autres peuvent nous aider à déléguer certaines tâches qui sont moins valorisantes et qui nécessitent moins d'expertise, pour que justement ceux qui sont aujourd'hui dans notre métier, qui sont des experts en créativité, en logistique, en production, puissent se concentrer et apporter en fait cette couche d'expertise spécifique, plutôt que de perdre, entre guillemets, toujours beaucoup de temps à certaines tâches plutôt répétitives. Et je pense que l'enjeu, et c'est pour ça que toi et moi, on s'est posé la question de se dire comment on peut mettre cette intelligence artificielle et ce chat GPT plus spécifiquement au service de nos événements, quelles tâches on peut lui donner, comment on peut gagner du temps, comment on peut se déléguer objectivement de certains éléments de notre process créatif et de production d'événements pour pouvoir passer à l'étape d'après et de se dire, voilà, j'ai cet outil-là qui est aujourd'hui que j'ai nourri, que j'ai préparé, je connais les prompts que je peux faire et je vais pouvoir comme ça demain, quand j'ai un projet qui arrive, de manière assez automatique. Et je pense que ce côté formation, c'est aussi ça. Et c'est un temps qu'on a voulu prendre, de se dire, je prends le temps de m'interroger sur mes routines pour changer et intégrer ce nouvel outil dans mes nouvelles habitudes. C'est ça. En fait, c'est la question de quelles sont mes missions et est-ce que pour chacune des missions, et ce ne sera pas forcément toujours le cas, on ne va pas pouvoir utiliser l'IA pour toutes les missions qu'on a, mais pour certaines d'entre elles, ça va effectivement nous aider, nous permettre de gagner du temps. Et si je reviens sur la question de ce que tu soulevais, sur la question du parcours participant, en fait, aujourd'hui, on a des choses qui existent, mais c'est sûr qu'on n'est pas allé au bout de la démarche encore. Je pense que ça, c'est dû à deux choses. C'est dû au fait qu'on a des annonceurs, des donneurs d'ordre qui ne nous demandent pas forcément de le faire. Et donc... voilà, et que peut-être au sein des agences,
il y a, mais peut-être de manière un peu globale sur l'événementiel, on a peu d'actions de R&D, de recherche et développement en fait. Aujourd'hui, mais c'est un vrai sujet. Ouais. C'est un vrai sujet aujourd'hui. Combien d'agences, voire d'annonceurs et d'annonceurs, ont mis en place des pôles recherche et développement pour booster, notamment sur ces questions de nouvelles technologies. Alors, je sais, il y a des agences comme WMH, par exemple, WMH Project, comme Auditoire, et quelques autres qui sont Brainsonic, qui se sont mis là-dedans. Oui. Voilà, j'ai le cas, par exemple, Brainsonic, ils ont mis en place un système, c'est Guillaume Mikowski qui en parlait, ils ont mis en place un système avec Stable Diffusion. Ils ont nourri l'IA avec des images de scénographie, et aujourd'hui, c'est rentré dans le process dans leur process de créativité sur la partie scéno. WMH Project, ils ont, avec Gilles et Toubleau et l'équipe de Gilles, ils ont mis en place tout un système avec de l'automatisation de plateforme. Et par exemple, ils ont rentré toutes les spécificités techniques de leur plateforme. Quand il y a la DSI du client qui pose des questions, et ben en fait, il suffit de poser chez WMH, il pose la question à la plateforme, enfin à ChatGPT, et derrière, en fait, ça ressort la réponse immédiate que le client peut attendre. Donc en fait, on voit des vrais gains de productivité, des vrais gains de temps. Et je pense que chaque agence devrait réussir, et chaque annonceur, même freelance, on devrait tous chercher à intégrer un peu de ce temps de recherche et développement, parce que c'est pas un coût, mais c'est un vrai bénéfice pour tout ça. La formation qu'on donne, ça permet de le faire, mais il y a plein d'autres choses qui permettent de... Pour moi, je pense qu'il y a effectivement... là, la formation qu'on propose, c'est une demi-journée. Ouais. Donc, c'est une demi-journée un peu d'ouverture d'esprit sur comprendre tout ce qu'on peut faire, comment ça marche, les bonnes pratiques, les conseils, et voir beaucoup de choses. Et de se dire, suite à cette demi-journée, peut-être que je me bloque une autre demi-journée, à un autre moment, pour dire, OK, maintenant, j'ai identifié la liste des tâches et je vais rentrer dans ma routine et dans mes process le fait de passer par ChatGPT pour tel projet, tel sujet, pour justement arriver à passer un peu le cap. Alors, bien évidemment, on ne peut pas tout lui demander, ça c'est sûr, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire et qui vont nous faire gagner du temps, parce qu'on sait que dans l'événementiel, le temps, c'est quand même une denrée très, très rare qu'il faut savoir préserver, forcément. Mais c'est surtout que gagner du temps, en fait, ça nous permet de faire un meilleur accompagnement client, ça nous permet de faire un meilleur accompagnement participant, ça nous permet de nous poser davantage sur les questions de technicité, et puis pourquoi pas d'optimisation de budget aussi, parce que je vais avoir non pas une masse à gérer, mais je vais gérer de l'hyper-individu. Et donc ça va me permettre de... l'analogie que je fais, c'est ce que Coca-Cola avait fait il y a quelques années en mettant les prénoms sur les bouteilles. Et donc on avait un produit de masse qui était ultra personnalisé. Ouais. Et c'est exactement ça que l'IA doit nous permettre de faire. On a un produit d'artisan fait de manière industrielle. Exactement. Alors, on arrive à la fin de notre échange, Benoît. Donc, j'aime bien finir avec quelques petites questions un peu personnelles. Alors, le temps, on le disait, c'est une denrée très rare, donc tu bosses beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu arrives toujours à trouver du temps pour faire de la veille et d'aller éveiller ta curiosité. Comment tu fais ? Ça nous intéresse tous. Comment je fais ? J'ai mis en place un système. En fait, j'ai un deuxième cerveau, et dès que j'ai une idée, des choses comme ça, en fait, je vais chercher à creuser, et mon double écran m'aide beaucoup. D'accord. Si je montrais ce qu'est mon écran à la maison, au bureau, pour tout, je dois avoir 1200 onglets d'ouverts. Ah oui. Voilà. Et en fait, j'ai une mémoire très visuelle. Donc, je sais exactement où sont les éléments et où est quel onglet. Alors, ça ne me prend pas de ressources parce que j'ai des petits logiciels qui me permettent de mettre en veille tous les onglets. Donc, mon ordinateur, en gros, on va dire que j'ai 2-3 onglets d'ouverts de manière physique, officielle. Mais après, j'en ai plein d'autres. Et puis, en termes de favoris, j'en ai 2500, 3000. D'accord. Voilà, donc ça, c'est un premier élément de réponse dans mon système. Dès que j'ai une idée, en fait, je vais m'envoyer des mails à moi-même. Je vais pour aller après chercher ces éléments-là.
Et je prends, chaque année, tous les 6 mois, je prends 3 jours, entre 3 et 4 jours, loin du bureau, loin de ma femme et loin de mes filles. Voilà. J'ai des jumelles de presque 5 ans. Donc, je me mets en séminaire, en fait. Déconnecté. Déconnecté et connecté en même temps, pour justement réfléchir à tous ces éléments-là. Et puis, la réflexion, elle vient aussi de l'écriture que je peux avoir. En fait, chaque sujet m'amène des aspects d'écriture. Je publie tous les jours sur LinkedIn. L'idée, c'est d'apporter du contenu. Et en fait, des articles, j'en ai 200 qui sont en travaux, et il y en a peut-être une 50aine qui sont déjà qui sont faits, qui sont quasi finalisés. Le temps de finalisation, il manque la miniature. Voilà. En vrai, c'est ce qui me prend le plus de temps. Et j'écris pas mes articles avec ChatGPT. Très bien, on pourrait se poser la question. Non, mais c'est assez ce côté veille, et c'est aussi en partant de ce principe-là que j'ai imaginé Comity, c'est de se dire, on n'a pas forcément le temps d'aller rencontrer du monde, lire beaucoup de choses, d'être curieux, parce que quand on est le nez dans le guidon, dans l'événementiel, et j'en ai fait beaucoup pour savoir que c'est compliqué. Donc c'est aussi pour ça que voilà, ce podcast, le but, c'est de pouvoir soit le regarder sur YouTube, et il est chapitré, donc regarder vraiment les parties qui nous intéressent, de l'écouter en allant bosser, d'essayer de trouver les moyens les plus faciles, et que chacun trouve son système pour arriver, malgré tout, à être le plus curieux possible, et de rester dans cette veille permanente. Ouais, ce que j'ai bien aimé, j'ai le souvenir, sur un des podcasts que tu as fait, quand tu as invité Élise. Oui. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment des choses hyper intéressantes. Et en fait, dans le podcast, je me suis noté plein de trucs sur, notamment quand tu as parlé du baby-boom, de ce que ça amène. Et donc, ça me pose des questions sur l'après, parce que c'est une vision un peu différente. Et en fait, pour moi, l'enjeu, et le deuxième cerveau, il est aussi là pour se dire comment je fais ces pas de côté, qu'est-ce que je vais regarder, et de ne pas hésiter à se perdre. En fait, une des autres caractéristiques de mon système de créativité, de pensée et autres, c'est que je me perds. Et j'accepte de me perdre. Voilà. Et ça, pour le coup, c'est chouette. Alors, dernière question. C'est quoi l'événement que tu rêverais d'organiser, d'imaginer, dans ton cas? La réponse facile, c'est celui qui arrive. C'est les prochains, forcément. Ça, c'est la réponse facile. Mais non, je crois surtout que je rêve d'organiser un événement corporate, vraiment inclusif, où chaque collaborateur, chaque personne qui est là, à sa place, a son mot à dire, un événement où l'intelligence collective est poussée à son paroxysme. Et c'est pas juste l'événement, le temps qu'on passe en live qui va compter, c'est aussi les actions qui sont mises en place avant et après, et surtout après, sur comment est-ce que je recrée et comment est-ce que j'arrive à faire monter en puissance, en compétences et en émotionnel les différentes communautés pour que les messages ils soient intégrés et acceptés par tous. C'est un peu il y a le roi Merlin qui fait un peu ça, quelque part, tous les 10 ans. Ils font 7-10 ans. Ils se retrouvent pour un événement qui s'appelle Vision. Et donc, là, ça fait 20 ans, 25 ans qu'ils ont lancé ça. D'accord. Et c'est hyper intéressant. Ils demandent aux participants, à leurs collaborateurs, de partir en voyage. Partir en voyage, en exploration. C'est-à-dire qu'on leur demande d'aller... Pour avoir une vision, il faut avoir une vision de l'écosystème à 360 degrés. Et donc, chaque collaborateur, chaque collaboratrice va regarder va rencontrer, par exemple, les personnes de chez Velux, va rencontrer un architecte, va rencontrer quelqu'un à la mairie qui bosse sur le PLU, etc. D'accord. Et donc, en fait, ça nourrit les éléments. Et donc, forcément, à la vente, parce que derrière, ils repartagent tout ça. Ils repartagent avec les N+1, avec leur écosystème aussi à 360, leur lien direct, en fait, les premiers cercles. Et donc, ça permet d'enrichir vachement les discussions, les pensées et autres. Et donc, forcément, quand on est en magasin, le vendeur qui est parti en exploration, il est capable d'expliquer des choses. Et donc, c'est ça. Pour moi, il y a un enjeu d'aller explorer. Explorer avec l'IA, explorer en se perdant, explorer en écoutant les podcasts, explorer quoi qu'il arrive, en fait. Mais je trouve que c'est quelque part aussi l'événement, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ce côté message descendant, bien évidemment, c'est une nécessité de partager, de communiquer pour une entreprise. Mais il y a aussi ce côté, l'événement peut être une parenthèse, un pas de côté qu'on peut offrir à ces équipes pour
aller découvrir d'autres environnements, d'autres personnes. Et je pense qu'il faut rester dans cette idée-là aussi, que l'événement crée de l'émotion et de la rencontre. Oui, c'est ça. Et que c'est un investissement. Enfin, que c'est pas un investissement, mais que c'est quelque chose. Enfin, c'est pas un coût, c'est pas une perte, mais c'est un investissement en fait, un investissement pour l'avenir. Tout à fait. Bon, sur ce bon mot, merci beaucoup, Benoît, pour cet échange. Ravi d'avoir pu aller encore plus loin sur l'IA avec toi. Pour vous qui nous écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous voulez, vous aussi, dompter un peu cette IA au service de votre quotidien d'organisateur d'événements ou de communicant, n'hésitez pas à nous rejoindre. La prochaine session de formation, elle est le 17 mai et il y en aura beaucoup d'autres à suivre. Donc tout ça, ça se passe sur le site de Comity dans la partie formation et également dans la description de cet épisode. J'espère que ça vous a intéressé et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Live Stories.